L'objectif de ce moment est de faire un point général sur les discussions, on va y revenir, de faire un point sur les discussions en termes de recommandations. On essaiera d'isoler ce qui est du registre des recommandations issues du rapport Dumeau. Monsieur Dumeau, on va essayer de ne pas trop vous interpeller, mais vous êtes juste en face de moi. Les recommandations issues du rapport d'experts qui méritent d'être priorisées et poussées dans leur mise en œuvre, parce qu'on a 180 recommandations si mes souvenirs sont bons, et on voit dans la pratique, notamment vu l'expérience du VIH, qu'il faut effectivement essayer de prioriser et puis essayer d'en faciliter certaines en premier lieu. Donc les recommandations issues du rapport d'experts et puis peut-être d'autres éléments, d'autres pratiques, d'autres avis, d'autres recommandations qui sont issues des débats. Donc ça, on va faire un point général sur les discussions menées. On va essayer d'isoler par groupe. Donc je pense on a une partie qui ressort de l'ETP et de l'accompagnement qui est quand même assez transversale à beaucoup d'ateliers. Donc c'était une partie introductive au départ, ça a été repris en milieu carcéral, ça a été repris pour les personnes addictes, ça a été repris aussi pour l'hépatite B. Donc on va essayer de formuler les choses de manière globale sur le TP. On a une partie qui est, à mon avis, aussi très intéressante sur les RCP. Et c'est vrai que le débat était, je pense, riche hier. Et je crois qu'il y a un véritable... Il y a une véritable participation des associations dans les RCP, à participer aussi à permettre l'information sur les modalités de fonctionnement des RCP. Et ça ne coûte rien, donc c'est une recommandation qu'on pourrait facilement avoir. Je plaisante, mais il y a la partie économique à prendre en compte. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important, on va y revenir, la partie RCP. Puis après, il y a la partie plus... peut-être également sur la partie, c'est un petit peu en lien avec les RCP, c'est la participation des usagers. Donc là, c'est une ouverture à la participation des usagers aux modalités de fixation, d'évaluation et de fixation du prix. Donc ça, c'est une ouverture plus générale sur le chantier qui est ouvert actuellement en lien avec le CIS. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement, je vais donner la parole aux intervenants, de revenir rapidement sur les discussions, d'essayer de grouper. Et ce qu'on fera, c'est que il est convenu que Madame Françoise Weber, donc directrice générale adjointe de la santé, vienne à 16h. Et l'idée, à 16h, on lui a déjà transmis quelques éléments de discussion. Et c'est que, donc, à 16h, elle viendra pour écouter la parole de SOS Hépatite sur notamment les recommandations, très rapidement, trois groupes de recommandations très hépatrocentrés, la parole de SOS et le lien avec le CIS, avec les politiques de santé de manière plus globale. Et Madame Weber fermera le forum après avoir réagi rapidement sur les points qu'on va lui transmettre. Voilà, donc peut-être Pascal sur la partie ETP et accompagnement, en essayant d'être assez transversal par rapport à ce qu'on a pu mettre en avant. Alors, on essaiera de favoriser aussi, on n'a qu'une heure, mais des échanges également avec la salle pour essayer de grouper. L'idée, c'est bien sûr de vérifier qu'on n'a pas trahi les débats et tout ce qu'on a pu se dire ensemble. La première chose, parce que je sais qu'on va l'oublier avant la clôture, il a été décidé par les membres du bureau d'SOS Hépatite et puis j'ai le plaisir de vous annoncer que les gens d'MDM sont favorables à nous réaccueillir dès l'année prochaine au même endroit, au même moment pour refaire un forum dans les mêmes conditions. Donc vous êtes bienvenus pour revenir l'année prochaine. Merci. Merci à MDM. Merci à MDM. Merci MDM. Donc sur la première chose qu'on s'est dit, que je ne veux pas qu'on oublie parce qu'on n'a pas fait de diapo là-dessus, c'est la première chose, et comme Daniel est en face de moi, je ne peux pas l'oublier, c'est la première recommandation, c'est les recommandations. C'est-à-dire, on a demandé à des experts de bosser, on a fait 180 recommandations, c'est pas après pour les dédire. C'est-à-dire qu'on s'est donné historiquement les conférences de consensus, les rapports, les plans, etc.
C'est un moment, on ne peut pas se contenter que ce soit des bouteilles à la mer. On a quand même envie de voir que certains points aboutissent. Alors, on a des vœux pieux qui n'aboutiront jamais, peu importe. L'important, c'est que nous, on demande et qu'on mette le doigt dessus. Mais dans les 180 recommandations du rapport d'experts, il y a des choses auxquelles on tient et qui doivent absolument être poussées, mises en avant. Donc, on aimerait que le politique entende que si on demande l'avis des experts, c'est pour en faire quelque chose et juste mettre l'accent sur, par exemple, le débat qu'il y a à un moment où le rapport d'experts dit qu'il faut préférentiellement traiter les gens qui sont incarcérés, et puis au final on dit non, on le fera pas. Voilà. Donc est-ce qu'on tient compte de ce que font les experts? On en a déjà débattu ensemble, mais on voit bien que là on est dans la limite entre le politique et les experts. Donc je reviens sur ce que Yad m'a demandé de faire. Il fait exprès de cacher pour que je vois pas, mais je peux improviser, sinon je raconte mes vacances. Donc sur les programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique, l'idée numéro 1 qui était ressortie pour nous, c'était d'accompagner les populations spécifiques dans toutes les étapes du parcours du soin. Il était important pour nous, je détaille un tout petit peu, c'est de dire SOS Hépatite défend l'idée qu'on ne doit pas faire de différence entre un usager de drogue, un prisonnier et un patient lambda qui ne sait pas d'où vient sa contamination. Pour autant, l'expérience nous montre qu'au final, on ne doit pas dire la même chose et le contenu des programmes d'accompagnement ou d'éducation doit être adapté en fonction si vous êtes en train d'adapter un cirrhotique et que vous allez lui parler de la possibilité d'une greffe ou d'un prisonnier qui a encore des substances et qui prend encore des substances. Donc ce que nous on réclame, c'est de ne pas différencier les gens. Tout le monde doit avoir un accès aux soins. Pour autant, il faut des programmes d'accompagnement qui soient spécifiques. Donc on veut réaffirmer l'importance de l'ETP dans les maladies du foie. Affirmer et réaffirmer. C'est-à-dire qu'on a bien entendu que l'ETP s'était développé dans l'hépatite C. Aujourd'hui, notre demande, c'est de réaffirmer l'ETP dans les maladies du foie. Il y a trop peu de programmes d'éducation thérapeutique dans l'hépatite B, aujourd'hui validés par les ARS. Donc on aimerait, par exemple, que Mme Cologny ici présente nous aide, mais à surveiller combien d'agréments les ARS ont pu donner l'année dernière ou cette année, et de voir quels ARS sont en train de donner des agréments pour les programmes d'ETP, puisqu'ils vont être en cours de revalidation. Donc de regarder où est-ce qu'il y a des manques, quels sont les besoins, et puis peut-être qu'on arrête d'être... que les gens se cachent et que les programmes d'éducation thérapeutique puissent être passés d'une région à l'autre, informés, qu'on ne réinvente pas, que les gens ne souffrent pas à réécrire des choses qui ont déjà été écrites à 200 km. Donc réaffirmer l'ETP dans les maladies du foie, toutes les maladies du foie, que ce soit sur la cirrhose alcoolique, que ce soit sur les hépatites auto-immunes, que ce soit sur l'hépatite C et sur l'hépatite B, il y aura un tronc commun. Donc on voudrait réfléchir à des programmes d'ETP qui soient spécifiques, mais aussi avec un tronc commun. Tous les malades doivent savoir à quoi sert un foie, comment il marche. Voilà. Et pour autant, on ne va pas dire la même chose à quelqu'un qui va être sur une cirrhose alcoolique qu'à un patient addict atteint de VHC. Le point qui vient avec l'hépatite C et sur l'accompagnement, c'était sur le dépistage en 3 temps. On a la maladie, on l'a rappelé hier, la maladie, elle commence quand on annonce la maladie. Donc elle commence au moment du dépistage. Pour le médecin et pour bon nombre, elle était déjà là avant, mais dans la tête du patient, elle prend sens, elle existe et elle naît au moment du dépistage. Donc on pense, nous, qu'aujourd'hui, les programmes d'éducation thérapeutique doivent être vraiment repérés sur 3 temps. Avant, on disait l'avant, le pendant et l'après. Ça veut dire que l'éducation thérapeutique, on était dans l'éducation du traitement, de la prise du traitement, de la compliance à bien prendre le traitement. Aujourd'hui, on voudrait qu'on ne parle plus d'avant, de pendant, après, mais du dépistage, du vivre avec et du vivre sans. C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'accompagnement du dépistage. On doit accompagner les gens à prendre le risque de se faire dépister. Donc il y a déjà un accompagnement avant même de savoir qu'on est atteint. Donc peut-être que les unités d'éducation thérapeutique doivent aller dans l'Exapa pour apprendre les gens d'Exapa à accompagner les gens à se faire dépister. Deuxième temps, apprendre à vivre avec. J'ai une hépatite C, je ne serai peut-être pas traité. Vous avez entendu comme moi hier la souffrance d'une dame qui était présente ici et qui disait « j'ai accepté de me faire dépister et depuis on me dit que je n'ai pas accès aux soins et je n'arrive pas à vivre avec mon virus, c'est inacceptable ». Moi, ça m'a bouleversé d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on entend que se dépister, pourquoi faire ? Ben oui, mais vous pouvez attendre, vous n'êtes pas dans les priorités. C'est juste difficile à entendre. Donc, apprendre à vivre avec, le deuxième temps de l'éducation thérapeutique. Et le troisième temps, pour nous, il va y avoir le temps du traitement, mais qui va devenir maintenant un temps de parenthèse très court et qu'on savait déjà faire, avec vivre au-delà, avec la guérison. Qu'est-ce que je fais de ma guérison ?
On a parlé du syndrome de Lazare, des troubles qui pouvaient rester, etc. On va revenir dessus après. Mais c'est vraiment important pour nous d'avoir comme recommandation que l'éducation thérapeutique doit être en 3 temps. Le dépistage, vivre avec et vivre au-delà de la guérison virologique. Les 2 derniers points, c'est coordonner le dépistage virologique et l'évaluation de la fibrose. Alors là, on pense à ne plus être dans le modèle pathologiquement centré de dire on fait le dépistage et on évalue la fibrose, mais on doit vraiment être aujourd'hui pour les populations addictes ou précaires dans un double dépistage qui est à la fois les sérologies et la fibrose. C'est-à-dire qu'on pourrait dépister la fibrose et chercher quelle en est la cause après. C'est-à-dire qu'au niveau éducationnel, il y a peut-être une place pour faire de façon synchronisée les bilans sérologiques, mais aussi la fibrose. Avec, pour nous, des protocoles de collaboration, de coopération, de délégation de tâches qui doivent se mettre en place. On sait que le temps médical est précieux, est difficile, est rare, est cher. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit être dans la démédicalisation de ces tâches-là et de se mettre d'accord sur à quel moment ça peut être des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médecins, des infirmières, qui fait quoi. Ça peut se réfléchir et se déléguer de façon différente. Et puis le dernier point qui nous est cher sur l'accompagnement et sur la fin des choses, c'est ça, hein, c'est bien le dernier point là. Oui. On l'a mis là, c'est plus global. Tu veux que je le mette là ? Non, mais je fais des questions. Le dernier point pour nous, c'est quelque chose qui a été signé mardi et qui est pour nous très important. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que malheureusement, ça n'a pas toujours fait l'actualité. C'est quelque chose sur lequel on se battait depuis 20 ans. C'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est venu de la cancérologie. Les malades réclamaient le droit à 5 ans, quand les médecins ont dit vous êtes guéri de votre cancer, de faire retirer de leur présentation sociale la pathologie cancéreuse. J'ai le droit de ne plus dire à mon assureur, à ma banque, que j'ai eu un cancer parce que j'ai été déclaré guéri. Donc c'est ça qu'on appelle le droit à l'oubli. Alors ça va, aujourd'hui c'était dans la loi de santé, ça a été validé, reconnu et symboliquement signé par notre président de la République. C'est discutable. Est-ce qu'on peut oublier un cancer ? Quelles sont les séquelles ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, etc., de récidive tardive ? Nous, on trouve qu'on a un laboratoire formidable. C'est qu'en dehors de la cirrhose, les gens qui avaient une hépatite minime ou moyenne, quand ils sont guéris, il leur arrivera plus rien. Et donc, on réclame le droit à l'oubli pour ces patients-là. Il n'y a pas meilleur modèle comme droit à l'oubli que les patients atteints d'hépatite C minime. Ça coûte rien, mais c'est une volonté politique forte. C'est de dire un patient guéri d'hépatite C aujourd'hui doit pouvoir accéder à ce qu'on supprime de ses antécédents et qu'on ne vienne pas lui dire qu'il a caché ou menti à l'assureur ou à la banque, mais c'est que sciemment, il n'a pas parlé de son hépatite C parce que, comme un prisonnier qui sort à un moment de prison, il a payé sa peine et il a le droit à l'oubli. Voilà les 5 points qu'on avait retenus dans l'accompagnement. Juste quelques éléments. Nous, l'idée, c'était de ne pas faire une liste à la Prévert, de ne pas faire élaborer des objectifs inatteignables et coûteux, puisque c'est souvent ce qu'on nous propose, enfin ce qu'on nous renvoie. Là, de quoi parle-t-on finalement ? C'est quand même beaucoup, c'est de l'adaptation de choses déjà existantes. Le seul point, notamment sur le TP et sur l'accompagnement. Par contre, le seul point qui pourrait être discuté, ça serait l'évaluation des stades de fibrose, parce que c'est vrai que ça enclenche effectivement des coûts plus importants. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on s'appuie sur des choses qui existent déjà. C'est-à-dire les protocoles de coopération de médecins, infirmières, notamment pour le fibroscan. Donc on a, je reviens dessus, parce qu'il y a un dispositif, je vous passe les détails, c'est l'article 51 de la loi HPST qui existe, qui est fait justement pour permettre la coopération et les délégations de tâches entre professionnels de santé. Donc là, c'est des choses qui existent. Il y a des choses qui existent sur le terrain et il y a des régions déjà qui ont fait des protocoles de coopération. Et là, on parle justement d'essayer de tirer profit de ce qui s'est déjà fait et d'essayer de les améliorer et les développer. Donc tout ça pour dire qu'on ne part pas de rien. Sur le TP, c'est de l'adaptation, regarde ce que tu as dit. Sur le fibroscan, on pourrait nous dire éventuellement c'est coûteux, on n'a pas le temps médical, etc. Il y a des choses qui existent aussi pour permettre de développer ce dispositif. Donc c'est pour ça, c'est quand même des choses qui sont assez atteignables et qui ne sont pas forcément complètement utopiques.
Sur le droit à l'oubli, aussi, le 6 a réagi, mais je vais donner la parole à Daniel sur le droit à l'oubli très récemment. Là, c'est une ouverture éventuellement, enfin, qui pourrait être facilement faisable. Peut-être des questions de la salle. Après, je vais donner la parole à Daniel sur ce volet accompagnement, peut-être en lien avec la loi de santé. On va y revenir. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, des avis sur cette intervention de Pascal sur l'accompagnement et les recommandations? Alors, c'est vrai que tu ne l'as pas détaillé, mais quand on dit ETP spécifique, là, ça fait lien avec l'atelier patient addict. ETP post-guérison virologique, là c'est en lien avec notamment ce qui a été discuté dans l'atelier cirrhose et complications, où on a vu l'importance de suivi des complications au long cours après guérison virologique. Des questions avant d'ouvrir. Monsieur Dumont, professeur. Assez important, vous avez sans doute discuté de ça hier ou ce matin. C'est bien faire attention chez un malade qui a guéri, qui ne reprenne pas des conduites à risque. Je parle de la reprise de l'alcool. Voilà, on m'a arrêté l'alcool pendant des années. Et maintenant, je suis guéri, donc je peux boire. J'ai pas trop grossi, voilà, je reprends du poids. Et toutes ces comorbidités-là s'intègrent dans l'éducation, ce que j'appelle l'éducation post-thérapeutique. Et donc, c'est pas... Vous avez sans doute discuté de ça, mais je pense qu'il faut le faire apparaître clairement comme un élément du suivi majeur. C'est-à-dire qu'on se laisse un petit... Voilà. Donc ça veut dire que les patients qui ont une hépatite C, bien entendu, si c'est une cirrhose, ils sont suivis. Mais même en l'absence de cirrhose, carcinome hépatocellulaire, et même en l'absence de cirrhose, je pense qu'il faut très attention à la réapparition de comorbidité. Je crois qu'il faut l'inscrire. C'est pour ça qu'on parlait de l'accompagnement, de l'accompagnement du patient au-delà de la guérison virologique, du coup. Je prends juste cet exemple-là, mais 2 points. L'accompagnement post-guérison d'un patient cirrhotique, alors autant je suis d'accord avec toi, autant on a des patients qui entendent « je suis guéri » et « ouf » et je veux oublier le médecin. Et donc on perd de vue des cirrhoses virales C guéries de leur virus et pour lequel la cirrhose est toujours là et va nous exploser à la figure 2 ans après parce qu'on l'aura perdu de vue entre-temps. Et ça, il ne faut absolument pas, mais c'est en partie de notre faute, c'est de ne pas avoir semé avant le traitement. Donc c'est pour ça qu'on veut de l'éducation pré-thérapeutique. C'est de dire aux patients, on va être dans un temps de traitement, mais il ne faudra pas lâcher après. Or, les patients qui sont perdus de vue, c'est peut-être parce qu'on leur fait fantasmer la guérison, qu'ils n'auraient plus besoin de personne. Et du coup, il y a des fois, quand on leur dit, attendez, vous croyez être débarrassé, mais il faudra quand même toujours avoir la gastroscopie tous les 2 ans, et les échos, etc. Donc il faut le dire avant pour être sûr qu'on ait une adhérence complète. Oui, c'est ça. Oui, c'est en dehors de la et puis, le dernier point, je voulais dire que là où je travaille, mais bon, je crois qu'il faut le généraliser, on a fait un programme d'éducation à la non-recontamination. C'est-à-dire que l'éducation à la santé, puisqu'après les gens sont guéris, et l'idée c'est de les maintenir à la santé, c'est est-ce qu'on peut guérir d'une hépatite C et laisser les gens fumer 3 paquets de cigarettes par jour, typiquement. Donc après se repose la question de l'éducation à la santé et qui s'y colle. Alors les gens qui font de l'éducation thérapeutique à l'ancienne disent il est plus sous traitement, moi j'en ai 15 dans la salle d'attente, c'est pas mon job. Est-ce que c'est le médecin traitant? Voilà. Et typiquement, je pense pour les patients addicts, ça va être hyper intéressant que ce soit les centres d'addicto qui reprennent ça de façon globale dans la gestion du patient, tant sur sa santé sociale, psychologique que physique. Marianne? Une petite question c'est pour remplacer Michel Bonjour. Parce que vous parlez d'éducation thérapeutique et il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 ans, on s'était rendu compte que l'ARS envoyait de l'argent pour l'éducation thérapeutique dans les CHU ou les hôpitaux généraux sans le flécher. Ce qui fait que les services ne le voyaient jamais arriver. C'était pris par les déficits du CHU. Et j'ai peur que pour les RCP, ça fasse pareil. Il y aura de l'argent à un moment débloqué pour les RCP, mais s'il n'est pas fléché, il partira combler un déficit quelconque. Et Michel le disait sans arrêt qu'il fallait flécher ces budgets-là, qui sont un peu pour des trucs... c'est pas comme pour acheter un fibroscan, par exemple. C'est très différent. C'est pareil, même pour acheter le fibroscan, il faut être sûr que l'argent arrive du financement.
Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que tu as raison Marianne, ce qu'il faut, c'est que ce soit effectivement un budget fléché, mais qu'on intègre également la notion d'évaluation. Parce que là, ça permettra justement de voir cet argent qui arrive dans les ARS, à quoi ça a servi. Et si on ne demande pas d'évaluation, eh bien, actuellement, dans les projets d'éducation thérapeutique du patient qui sont financés par les ARS, il y a quand même la possibilité de montrer à quoi ça a été donné, puisqu'on doit faire une évaluation de ces projets d'éducation thérapeutique. Et ça me paraît quand même fondamental et important. Et donc, il faut que dans le cahier des charges, on note bien tout ça. Le suivi n'est pas suffisant, il faut rendre des comptes derrière, justement. Suivre, c'est bien de dire il n'est pas arrivé, c'est génial. Mais il faut qu'il arrive, et il faut suivre tout ça et être sûr que ça arrive et qu'est-ce que ça a rendu derrière. Est-ce qu'il y a d'autres points complémentaires sur ce volet-là? Non. Daniel, je voulais juste, si tu penses pertinent, de faire le lien avec les enjeux de la loi de santé sur la thématique accompagnement. Oui. Quel enthousiasme. Oui. Non. Alors, oui, non. Donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est que je pense que tout le monde ici sait ce qu'est le collectif interassociatif sur la santé. Alors, je voudrais quand même le rappeler rapidement pour que je vous montre comment on peut, à partir des recommandations de SOS Hépatite, eh bien, ça peut être intégré en transversalité pour d'autres pathologies. Alors, le collectif interassociatif, c'est 5 sociologies qui représentent la société civile, à savoir les familles, les patients, quelle que soit la pathologie, les handicapés, les personnes handicapées, les personnes âgées et les consommateurs. Et si vous voulez, c'est des approches complémentaires, justement, au travers de ces 5 types de sociologie, tant au niveau du plan sanitaire qu'au niveau de la protection sociale. Et la mission du collectif, c'est lorsqu'il y a eu, même avant, il y avait déjà un certain nombre de textes, mais quand il y a eu la fameuse loi Kouchner du 4 mars 2002, eh bien, il avait été dit à ce moment-là que pour le respect du droit des usagers, les représentants d'usagers devaient siéger dans un certain nombre d'instances que sont les conseils de surveillance des établissements publics ou privés, les commissions des relations avec les usagers pour la qualité des soins et la prise en charge. Et là, je reviens sur le processus qu'évoquait Marianne tout à l'heure de l'éducation thérapeutique du patient. Et lorsqu'on siège dans ces commissions, on a le devoir, je dirais, de solliciter les programmes d'éducation thérapeutique qui ont été retenus par l'établissement, ensuite par l'Agence régionale de santé, et qu'est-ce que l'on en a fait. Donc on a des leviers à partir desquels on peut travailler. Et d'autre part aussi, depuis 2004, les conseils de sécurité sociale, et puis 2010, avant il y avait la conférence régionale de santé et de l'autonomie, mais depuis le 1er avril 2010, de la mise en place des conférences régionales de santé et de l'autonomie, il y a une commission à l'intérieur qui s'appelle la commission droit des usagers et dans laquelle on peut être amené à pointer un certain nombre de choses. Et c'est la seule commission qui doit rendre un rapport annuel à partir d'un cahier des charges élaboré par le ministère pour justement bien regarder comment on prend en compte ce respect du droit des usagers au regard de la loi du 4 mars 2002. Donc vous voyez qu'on a quand même des leviers qu'on méconnaît peut-être. Et c'est à partir de là où nous, collectifs, notre rôle, c'est de former les personnes qui, de par leur association SOS Hépatite, désignent des représentants d'usagers dans un certain nombre d'instances. Et on est là pour les former, pour leur expliquer ce qu'est un établissement, sur quel levier ils peuvent agir, etc. Donc voilà, je voulais vous rappeler quand même quel est le rôle du collectif. Alors on porte des plaidoyers. Actuellement, on est un peu beaucoup sur la sellette avec, dans le cadre du projet de loi de santé de Madame la Ministre, le tiers payant généralisé. Donc je vois beaucoup les médecins, je vois beaucoup leurs représentants, etc. Et là, on n'est pas tout à fait... Parce que quelle est notre vocation collective? C'est l'accès à des soins de qualité pour tous. Et si les gens ne peuvent plus accéder à des soins pour des raisons financières ou par rapport à des déserts médicaux, on a véritablement, nous, un rôle à jouer à ce niveau-là. Alors, pour revenir à la question plus directe qui m'a été posée, je dirais que pourquoi
je peux un peu reprendre les recommandations qui sont faites par SOS Hépatite, comme d'autres associations. C'est que dans le cadre du projet de loi de santé de la ministre, et notamment au travers du deuxième levier qui avait été pointé dans la stratégie nationale de santé, c'est-à-dire parcours de vie, parcours de santé, parcours de soins. Donc, vous voyez, il y a bien là un certain nombre d'axes sur lesquels on peut travailler. Et là-dedans, il y a tous les projets d'accompagnement. Et ces projets d'accompagnement, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne sont pas finalisés, ils ne sont pas bien sûr financés, mais que là, il y a un véritable rôle à jouer, quelle que soit la pathologie dont un patient peut être atteint. Et dans l'accompagnement, là, la ministre a confié au collectif interassociatif une mission. C'est ce qu'on appelle dans le projet de loi de santé l'article 22, et que l'on élabore un cahier des charges pour qu'est-ce que l'on veut entendre dans l'accompagnement. Alors, on a déjà une première, on nous a sollicité pour remplir ce cahier des charges. Et quand on voit dans des amendements qui ont été proposés sur cet article 22 de la loi de santé, du projet de loi de santé, c'est que nous, quand on parle d'accompagnement, c'est le patient et son environnement, c'est-à-dire ses proches. Et dans des choses qui ont été dites encore ce matin, on a bien dit qu'il fallait y mettre l'environnement et voilà. Et quand on parle de cela, eh bien, dans ce qui est proposé, on parle bien du patient, mais voilà que tout d'un coup, on ne parle plus des proches et de l'environnement. Donc, inutile de vous dire que ça y est, on est remonté au créneau dans cet amendement en nous disant, vous nous avez donné une copie, vous nous demandez qu'on vous la rende dans un certain nombre d'axes, et nous, on va réintégrer les proches et l'environnement du patient. Alors, dans l'accompagnement, on voit bien qu'il y a le volet éducation thérapeutique du patient. Et l'éducation thérapeutique, nous, on partage complètement ce qui a été dit pour SOS Hépatite, c'est qu'il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Alors, je voudrais dire ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas parce que maintenant on a des traitements courts que l'après, même quand on avait des traitements à 48 semaines, l'après c'était encore pire. Parce que pendant 48 semaines, on avait éventuellement pris en charge à tous les niveaux le patient, et puis tout d'un coup, on le lâchait dans la nature. Donc, c'était des choses très difficiles à vivre pour le patient et pour l'entourage. Et donc ça, il faut le demander encore plus avec des traitements de courte durée où, effectivement, non seulement le suivi pour des comorbidités, mais également pour tout le volet social, psychosocial, familial, réinsertion professionnelle, parce que ça, on ne l'a pas encore dit, mais il y a aussi tout cet aspect-là des choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors là, on va se heurter vraisemblablement à quelque chose. Je vais faire le lien avec le droit à l'oubli. C'est lorsque quelqu'un a une pathologie lourde, eh bien, il y a deux types d'attitudes. Ou il veut rester dans la situation de malade et continuer à être pris en charge. Bon, je dirais que là, après, on n'a peut-être pas trop de difficultés pour l'inclure dans un autre volet d'accompagnement, si vous voulez, en éducation thérapeutique. Par contre, vous en avez qui, une fois la guérison, pas spécifiquement de l'hépatite, mais ils veulent ne plus en parler. Et donc là, il faut être très vigilant sur quel type d'aide on peut apporter. Et là, on voit bien que c'est des plans personnalisés qu'il faut faire pour bien regarder comment le patient vit justement le après. Ça, c'est important. Alors effectivement, mardi dernier, le président de la République et la ministre des Affaires sanitaires et sociales et du droit des femmes ont signé, si vous voulez, une charte sur le droit à l'oubli dans la thématique du cancer. Et nous, immédiatement, le collectif, nous avons fait un communiqué de presse parce que nous souhaitons que ce qui a été fait pour le cancer puisse être fait pour d'autres pathologies, alors avec une adaptation de ces pathologies. Et puis, je voudrais faire un tout petit focus sur le dossier médical partagé que nous appelons de nos voeux, et que même vous, en hépatite, vous pouvez également solliciter. Et nous avons sollicité qu'il y ait, ça ne s'appelle pas le droit à l'oubli, mais comme tout sera marqué dans le dossier médical partagé, qu'il y ait la possibilité du masquage d'un certain nombre d'informations, justement, pour que ce droit à l'oubli puisse également se retrouver dans le dossier médical partagé. Je ne veux pas m'appesantir parce qu'ils vont me dire... Donc vous avez bien compris, 22, c'est Daniel.
Juste s'il y a des points de précision sur cette intervention avant de passer. Sur la partie accompagnement, je voulais juste être certain. Est-ce que moi, si c'était fidèle à peu près au débat, alors effectivement, c'est beaucoup plus global que les différentes approches qu'on a pu avoir en fonction des populations et des situations. Mais voilà, on voulait juste s'assurer. Enfin, on a eu plusieurs réunions pour. Oui. Ah ben parfait. C'était l'objet de ma question. C'était justement. Non, je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas pointé directement dans l'accompagnement, c'est l'observance. Ah bon? Non, je pense que non, Daniel, je pense qu'il faut faire le lien parce que c'est directement ça ouvre sur la question plus globale de l'observance. C'est un véritable enjeu parce que actuellement, alors c'est pour ceux qui ont suivi les dernières discussions, mais Daniel, je pense, connaît mieux le dossier que moi. Il y a des attaques actuellement sur l'observance avec des pressions pour conditionner le remboursement de certains dispositifs ou médicaments à l'observance, à la bonne observance. Donc il y a une proposition qui avait été faite en ce sens-là début 2013, qui a été retoquée 2 fois au Conseil d'État, mais c'est vrai qu'il y a quand même une véritable pression sur cette thématique, et c'est vrai que généralement maintenant, ce qui se passe, notamment, nous on le voit dans le cadre de l'hépatite C, c'est que devant des prix aussi élevés, on rentre rapidement dans des discussions avec certains partenaires pour légitimer des remboursements. Voilà, et une observance sous condition. Et donc là, on touche aussi une problématique spécifique à l'hépatite C face à un prix aussi élevé, à une thématique plus globale et un chantier plus global qui concerne l'ensemble des pathologies chroniques. Daniel. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que dans l'accompagnement, il ne faut pas oublier le volet observance. Et là, Yann fait référence à quelque chose qui touchait la PPC dans l'apnée du sommeil et où il y avait eu des velléités, puisque là, on voyait bien quand la personne qui était atteinte d'apnée du sommeil mettait son appareil ou ne le mettait pas. Et il y a eu des velléités de faire en sorte que on ne rembourse que s'il y avait un respect de cette observance. Donc, si vous voulez, ça pose un vrai problème. Alors, nous, le collectif, on s'est beaucoup bagarré là-dessus, parce que là, il y avait cet exemple. Et pour vous dire, si vous voulez, que le collectif, on n'est pas ciblé sur une pathologie, parce que ça, c'est l'affaire de chacune des associations qui représentent sa pathologie. Et vous voyez que, par exemple, l'apnée du sommeil, ça nous a permis, nous, de dire on ne souhaite absolument pas que ce soit lié à l'observance. Et de même que le médicament, on a pris l'exemple, on a appuyé ce qui se passait avec le Sovaldi et Gilead en disant demain, il y a d'autres molécules qui frappent à la porte, tant pour l'hépatite C d'ailleurs que en oncologie, et on ne veut pas que ça se renouvelle. Donc vous voyez notre transversalité que nous, collectifs, on peut être amené à porter à partir d'une pathologie et une difficulté et se dire aujourd'hui c'est dans cette pathologie, mais demain ça peut être dans une autre pathologie et à partir de là d'essayer de monter au créneau justement et d'être attentif à des choses qui sont des véritables dérives. Et on sait bien qu'actuellement le budget de l'assurance maladie est quand même en grande difficulté, mais je pense que là aussi, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire des économies, mais c'est de vérifier que certaines choses peuvent continuer à être remboursées et peut-être pas d'autres. Et alors là, je vais dire quelque chose, mais vous le répéterez pas. Moi, quand je vois qu'on rembourse des médicaments à 15%, je veux dire, ou un médicament doit être remboursé dans de bonnes conditions, ou à ce moment-là, c'est pas un médicament. Donc, je crois que là, il y a des vraies réflexions, et c'est un changement de société aussi, sur lequel nous, associations de patients, on doit être accompagnants. Et donc, l'observance fait partie de l'accompagnement. Parce qu'il faut savoir pourquoi un patient ne prend pas son traitement. Et il faut véritablement là qu'il y ait un climat de confiance entre l'équipe
de soins coordonnés, parce que ça irait trop loin, mais qui prend en charge le patient pour lui donner la liberté de dire « j'ai pas pris parce que j'ai eu tel effet secondaire » et qui n'osait pas en parler, etc. Et on a vu ça dans les traitements, hein, et les gens ne disaient rien. Tout d'un coup, le médecin voyait des effets secondaires en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire des tas d'examens ». Et tout simplement, le patient n'avait pas été observant. Mais pourquoi n'avait-il pas été observant ? Et l'accompagnement va être fait justement pour bien cibler les personnalités, parce que chaque patient réagit comme il peut, hein, et l'entourage qui est aussi partie prenante. Et ça, je crois que l'observance est un point important. Alors là, je dois dire qu'on a aussi tout un chantier là-dessus. Vous serez invité éventuellement le 1er juin à une grande journée de restitution sur les travaux que nous faisons sur l'observance pour justement interpeller le ministère avec quelque chose de fort à ce niveau-là. Merci Daniel. Alors, sur les économies à faire, on peut rappeler qu'il y a 30% d'actes redondants, notamment, certainement des économies à faire à ce niveau-là, plutôt que de stigmatiser les malades, notamment sur le fait que l'observance est une notion dynamique. C'est quand même très difficile d'arrêter une décision sur un temps précis. Je vais donner la parole à Frédéric sur la question des réunions de concertation pluridisciplinaires qui touche plus largement la question de la participation des usagers. Juste pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là hier, pour résumer, les prescriptions des nouveaux agents Action Directe VHC sont conditionnées, sont conditionnées à leur prescription en réunion de concertation pluridisciplinaire au sein des centres experts. Donc il y a une liste de centres experts qui a été établie par le ministère. Pardon, Pascal. C'était juste une vanne à 2 centimes. J'allais dire, les agents d'Action Directe, c'est pas nous. Parce que des fois, qu'il y a la police qui traîne. Voilà. D'accord, il est en forme. D'accord. Bon. Donc, les prescriptions sont donc encadrées par des RCP tenus dans des centres experts. Une liste a été établie par le ministère. Et donc, il y a eu une question hier, un débat sur la pertinence de cette disposition d'encadrement. Donc ça, c'est un point. Il y a eu effectivement également des questions sur la pertinence de ces conditionnalités. Après, la couverture géographique sur le territoire, est-ce que c'est adapté à la situation des malades ? Et après, d'autres questions plus précises sur le fondement même de ces RCP, leur organisation, l'information des malades. Donc nous, dans les discussions, je pense que c'était très intéressant parce qu'on avait les différents acteurs qui étaient là, les libéraux, les centres experts, les hôpitaux généraux. On a essayé à chaque fois d'essayer de tirer la discussion, les débats sur l'intérêt des malades. Donc l'intérêt des malades à avoir un accès, enfin du moins d'être assez proche d'un centre de tenue de RCP, parce que nous on voit dans les remontées de terrain que c'est un véritable frein, et quand on voit l'étendue, la couverture géographique, on a quand même de gros questionnements sur les possibilités d'accès à ces RCP pour certains malades, enfin du moins pour des prescripteurs de présenter des demandes de prescription à des RCP. Donc ça, il y a une notion de couverture géographique, et après il y a d'autres notions effectivement sur le contenu des RCP qui sont actuellement principalement drivés par une fiche de RCP qui a été mise en place au sein de la FEF et sur laquelle on voudrait réagir. Donc Frédéric, plus de détails là-dessus. Oui, donc alors, pour parler de ce sujet des RCP qui cristallise un peu les passions actuellement, donc effectivement, on a vu que dans l'Assemblée, tout le monde était quand même assez d'accord pour le fait qu'il fallait élargir le nombre de centres labellisés RCP. Hein. Je parle bien de centres labellisés RCP, c'est pas forcément des centres experts, hein, comme la liste qui est sur le site du ministère avec la lettre ministérielle. Donc d'avoir des centres qui puissent faire, comme le CREG par exemple, l'a proposé hier avec un point assez intéressant, parce qu'ils avaient un logiciel qui permettait la visioconférence avec les hépato-gastro-entérologues libéraux, et qui du coup assurait une question principale et primordiale que j'avais soulevée d'ailleurs hier, qui est la sécurisation des données justement de santé du patient. Eux, dans ce qu'ils ont construit,
ils peuvent assurer cette sécurisation des données. Et nous, moi, je suis aussi centre expert et SOS Hépatite pour le coup. Et ce que je trouvais du coup dommage, c'est qu'on n'ait pas ces outils de sécuriser les données de santé des patients, vu qu'on avait des envois par fax, comme le disait Pascal hier, ou par mail, une réception avec du coup les noms et les données des patients, ce qu'ils avaient, et leurs propositions de traitement qui des fois retransitaient en envoi ou en réception. On réenvoie des fiches par mail, et ça, c'est pas possible d'avoir dans la nature des données de santé qui se baladent. Je suis pas sûr que nos petits copains de la CNIL soient bien d'accord que nous fassions ça. Donc la recommandation, c'est vraiment d'avoir un moyen, et les moyens de sécuriser les données au moyen peut-être d'un logiciel commun, peut-être à tous les centres labellisés, qui permettrait de gérer ça avec des accès potentiels à notamment donc aux médecins qui présentent les différentes fiches, les différents dossiers des patients, et notamment qui pourraient faciliter une communication aux médecins traitants, vu que c'est aussi une obligation. Juste un point très pragmatiquement sur ce point. Sans rentrer effectivement dans des questions d'ordre technique qui pourraient être profitables à d'autres pathologies, il y a quand même de vraies questions. On regarde la fiche de la FEF actuellement, en haut de la fiche, nom, prénom. Date de naissance, mode de contamination. Bon, voilà. Donc là, on est sur du précis, du concret. Nous, on va réagir dessus. Voilà. Donc, merci Yann d'appuyer le détail de cette fiche qui paraît vraiment améliorable, donc tant dans la constitution de la fiche que finalement dans la façon dont elles sont transmises entre les hépatos, les centres et les différents professionnels de santé. Ce qui nous paraissait intéressant hier aussi dans la discussion, ce qui ressortait, c'était finalement d'informer les patients sur le fonctionnement de la RCP, comment ça se passe, pour déstigmatiser un peu ce fonctionnement, pour leur dire que leur dossier il allait être traité par un ensemble de professionnels pluridisciplinaires qui allaient leur apporter la meilleure réponse et solutions possibles pour leur traitement, leur dire quels sont ces participants, bien expliquer un peu tout ça. Ce qui était intéressant aussi, c'est de peut-être potentiellement, et ce qu'on le souhaite en termes de recommandations, c'est de donner une copie de la fiche RCP directement au patient, et en lui expliquant sa fiche, en lui expliquant le compte-rendu, ce qui a été décidé pour lui. Là, on est dans le plan de soins personnalisé finalement, où on doit vraiment accompagner toute la démarche et tout le dialogue pour le patient en fait. Cela pose aussi donc du coup la question de pouvoir en fait avoir aussi une participation des usagers ou des représentants d'usagers dans les RCP. Je pense qu'ils ont tous aussi leur rôle. Les représentants d'usagers sont les représentants des instances de santé et de santé publique et hospitalière. Je pense que c'est une instance qui nécessite aussi l'avis des représentants des usagers, de patients experts peut-être, comme un élément complémentaire. Ils sont complémentaires dans le TP. Pourquoi dans la RCP ils ne le seraient pas ? C'est une vraie question, et on souhaite, nous, à SOS Hépatite, que cette demande soit prise en compte dans ce qui sera prochainement fait et réalisé par le ministère dans ses recommandations. On souhaite, du coup, ça nous a paru intéressant, au final, se dire on a pas mal de choses, on veut améliorer des choses. Il faut améliorer ci, il faut améliorer ça, mais finalement, la lettre ministérielle, elle donne quelques données, mais pas beaucoup. Et il y a beaucoup de disparités de fonctionnement. Pascal disait hier, mais comment c'est possible ? Des fois, il n'y a que 2 médecins qui se réunissent et qui valident les fiches. Alors, on n'est pas du tout dans les recommandations et ce qui est demandé par la lettre ministérielle. Mais ça passe à l'as et pas de souci. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est ce que je proposais, c'était un guide des bonnes pratiques en RCP. Un guide de provoque, guide de la bonne conduite en RCP. Je ne veux pas dire guide de bonne conduite de l'hépatogastro, mais voilà, c'est un peu trop peut-être provoque. Mais voilà, donc du coup, un guide pour pouvoir élargir un peu les différentes choses qui doivent être en RCP. Et par exemple, s'il y a que 2 médecins à la RCP, elle ne peut pas se tenir cette RCP. C'est pas possible. On n'est pas dans ce qui est décidé. C'est pas complémentaire et c'est pas bon pour le patient.
Donc ça nous paraît quand même fondamental. Pascal. Juste ajouter que le modèle des RCP qui vient de la cancérologie, quand on redonne à un patient sa fiche RCP sur lequel il est marqué qu'il a été informé que son dossier allait être en RCP, on s'est coché oui, non, etc., on a la liste des médecins, des gens qui étaient présents à la RCP. Aujourd'hui, dans les fiches RCP hépatite C, on ne sait pas qui s'est réuni, qui était présent. Et ça, c'est quand même dans le modèle qu'on a, on n'a pas la liste des présents qui ont discuté le dossier. Ah bah si, normalement, maintenant, il y a marqué liste des personnes présentes dans la fiche. Il faudrait que ce Dans la soit dernière généralisé, fiche. que ce soit obligatoire. Ah bah alors voilà, faut que ça soit. Qu'est-ce qui doit être obligatoire dans les trucs? C'est ça. Justement. Et pour ça que dans le guide, c'est intéressant. Et de la même façon, cette fiche où on dit, moi je vous mets au défi dans un hôpital de faire une réunion régulière entre un hépatologue, l'infirmière d'éducation, etc., enfin tous les gens qui sont là, dès que vous êtes à 6 personnes dans un hôpital, on n'arrive pas à se trouver une date de réunion où tout le monde est présent. Donc ça va être un vrai problème. Et du coup, l'organisation, elle est fondamentale sur qui doit être là, qui remplace qui, etc. Et ces fiches-là, aujourd'hui, elles sont très hépatocentrées. On demande à un travailleur social d'être là, une infirmière d'éducation thérapeutique d'être là. Il y a 0 information sur la partie sociale et 0 information sur l'éducation thérapeutique. Donc à quoi ça sert, à part faire potiche et pour dire Acte qu'on de est dans le présence. pluridisciplinaire, mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Juste dire, dans la fiche RCP de l'AFF, au départ, c'était marqué médecin présent à la RCP. Maintenant, c'est marqué personne présente à la RCP. Oui, ce que je voudrais ajouter, alors là, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Simplement, je dis attention. Il faut demander de la représentation des usagers, c'est-à-dire qui font de la transversalité, quelle que soit l'association à laquelle ils appartiennent, quand c'est des données, si vous voulez, qui touchent l'ensemble du système de santé. Quand par contre on va être dans une pathologie donnée, je pense que c'est peut-être pas des représentants d'usagers qu'il faut avoir dans les RCP, mais d'avoir des patients, alors suivant les associations, moi je préfère le terme de patient ressource à patient expert, mais que ce soit des personnes qui aient la bonne connaissance de la pathologie pour pouvoir apporter éventuellement leur avis, etc. Alors que là, on est vraiment, si tu veux, dans un contenu par rapport à une pathologie donnée, sur un traitement, etc. Donc, il vaudrait mieux que ce soit des patients de l'association qui est sur cette pathologie, oui, formés, et surtout qui signent quelque chose en termes de secret professionnel. Oui, ça, c'est fondamental et très, très important. Comme dans le cadre de l'ETP, finalement. Voilà. Ça, je crois que là, il faut prendre aussi tout ce type de garantie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Il y aura Patrick derrière aussi. Juste comme ça, en 2 mots. Je suis un petit peu dubitatif parce qu'il n'est pas question d'accompagnement de tout cela, c'est-à-dire de moyens matériels. Qu'un patient soit impliqué dans un RCP, il faut d'abord qu'il puisse accéder à un moyen de formation et qu'ensuite, pour des RCP qui sont sur des bases rapprochées, cela est un travail à part entière, donc il faut l'accepter. Il faut également le volet moyen. Je finis. Patrick. Oui, donc, je sais, peut-être vous en avez parlé hier, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'interaction médicamenteuse, des interactions médicamenteuses, et notamment de ce qu'on va appeler les automédications en fait, du malade, qui ne sont pas en fait, véritablement pris en compte au niveau des RCP. Moi, ce qui me gêne vraiment, non. Ce qui me gêne en fait dans la RCP, c'est qu'il y a d'un côté le dossier du médecin, je veux dire en tant que tel, qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus... Et on a voulu faire une fiche qui est à mi-chemin et qui est une espèce de fiche bâtarde où on a des éléments, il y a des éléments qu'on n'a pas. Oui. Et puis l'autre point, c'est est-ce que dans la RCP, on introduit ou non des édictos? Point d'interrogation. C'était une proposition. Effectivement. Non, très bien, parce qu'effectivement, ça avait été une proposition lors des échanges d'hier et qui n'a pas été reprise, tout à fait. Frédéric, tu voulais réagir? Non, la présence d'addicto, effectivement. C'était un point. Professeur, du mot, si vous avez...
Il y a eu un petit changement au cours de ces dernières semaines-là. On avait commencé à regarder si les RCP qui étaient délivrés par les services experts. On va parler de services experts, ça va être plus simple. Il y en a maintenant 36. Ils sont passés de 30 à 36 tout à fait récemment. Couvraient les besoins. Voilà. Et on a commencé à regarder, notamment avec la DGS et la DGOS, s'il y avait une nécessité d'ouvrir à d'autres structures qu'on appelait les centres RCP, donc services experts, centres RCP. On n'est pas nécessairement service expert en devenant centre RCP. C'est très important, ça. Et il y avait des demandes qui provenaient des centres hospitaliers généraux. Pour la très grande majorité des services experts, ce sont des centres hospitalo-universitaires, à l'exception d'un. Donc une demande des... Ah bon, André-Jean Rémy disait 3 hier. Peut-être. Bon. Enfin, voilà. D'accord. Il y a Perpignan. Bon, enfin, moi, j'avais Perpignan en tête. Mais enfin, peut-être qu'il y en a 3. Donc, l'essentiel, c'était hospitalo-universitaire et une demande très forte des centres hospitaliers généraux et, comme vous l'avez vu hier, des hépato-gastro-entérologues libéraux, déjà organisés en RCP. Le problème s'est déplacé parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la dimension de savoir si les besoins sont couverts. Ils sont peut-être couverts, peu importe. Mais la demande parfaitement légitime de gens totalement compétents en hépatologie pour gérer leurs patients, qu'il s'agisse de libéraux ou de médecins des hôpitaux généraux, cette demande, elle est parfaitement recevable. Et on a eu notre journée nationale d'hépatogastro-entérologie, les GIFOD, la semaine. La discipline est à feu et à sang. Je vous le dis là parce que c'est très important. Et c'est remonté jusqu'au cabinet de la ministre dès lundi matin. Le fait que la discipline. Parce que des personnes parfaitement compétentes qui ont déjà des RCP pour la plupart d'entre elles et qu'elles ne demandent aucun budget spécifique pour ça, prêt à aider, voyez, et cette demande, pour l'instant, n'a pas abouti. Donc on a complètement déplacé le problème de l'identification des besoins et de l'ouverture de nouveaux centres RCP en fonction des besoins au fait que la discipline est en train d'exploser, pour simplifier. Hein. Merci. Mais est-ce que ça finira par aboutir à un moment donné Bon, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a les infectios, ce que je rappelais hier, qui demandent aussi certains infectiologues. Mais elle est totalement avertie de ce problème-là. Et quand il y a des vagues comme ça, au niveau de la DSS, en général, on trouve une solution. Voilà. C'est pas évident de trouver une solution. Parce qu'il faut des arrêtés. Pour l'instant, les RCP sont dépendantes des services experts. Il y a un arrêté, il y a des textes. Mais il faut créer de nouveaux. Créons de nouveaux textes. Entendu, merci. Quand on veut que les choses avancent, on fait des arrêtés. Et quand on veut arrêter de tourner en rond, on fait des circulaires. Bon. On a 10 minutes, peut-être sur VHB, rapidement, Pascal. C'était en animation sur cet atelier. On avait intitulé VHB l'incompréhensible oubli. Je crois que c'est important parce que c'est quelque chose qui sort de façon de plus en plus forte. On a eu le souci très politique au départ à SOS Hépatite d'inclure l'hépatite B. Et c'était difficile. Et aujourd'hui, ça fait plaisir à voir que la question, elle est là, les malades sont là. Voilà. On voudrait qu'il y ait des mises en œuvre de recommandations claires sur l'hépatite B dans les XAPA et dans les prisons, sur la recommandation et de la prise en charge et de la vaccination. On a bien établi, en termes d'éducation thérapeutique, que l'addiction et la prison étaient des endroits où il devait y avoir des prises en charge qui étaient spécifiques, qui tenaient compte des particularités. Mais la question, comme on sait que l'épidémie est toujours importante dans ces deux endroits, c'est comment on va vendre le vaccin, comment on le fait passer l'idée, etc., puisqu'on n'est pas en population générale, et comment se fait aussi le dépistage et l'accompagnement.
La deuxième chose qu'on avait mis en avant, c'était proposer un programme de TP avec un tronc commun et des branches spécifiques. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais il nous faut maintenant de le TP pour l'hépatite B et pour l'entourage. Je veux dire que comment on accompagne quelqu'un qui est porteur chronique et qui n'a pas besoin de traitement, qui est porteur chronique inactif, comment on va dire à son entourage, chaque patient, il faut qu'il apprenne de lui-même à parler de sa maladie, il faut qu'il apprenne à convaincre les gens qui vivent autour de lui de se faire vacciner, etc. Donc il y a vraiment un programme spécifique d'éducation à faire sur le VHB. Transformer les obligations de vaccination en obligations de protection. Ça paraît paraître un détail, mais on pense aux professionnels de santé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que dans Le Monde du week-end dernier, des représentants associatifs opposés à la vaccination, dans Le Monde, on le fera passer, on demandera une réaction de M. Dumeau et de l'AFF officiellement, ont organisé la résistance en disant on peut fournir des certificats de vaccination bidon à ceux qui le souhaitent pour pouvoir faire des professions de santé et en n'ayant pas de vaccination. C'est juste inadmissible. La vaccination chez les soignants, elle est dans la loi. Et là, on a dans un journal public des gens qui appellent à être hors la loi et qui organisent le hors la loi. C'est pas acceptable. Donc nous, on voudrait bien sortir de l'obligation de vaccination, parce qu'avoir un certificat comme quoi on a été vacciné, c'est une chose, mais d'aller vers l'obligation de protection. On ne peut pas accepter que des gens qui ne soient pas protégés aillent au contact des patients. Et c'est aider les médecins du travail aussi. Ce n'est pas que de se faire vacciner, c'est d'être protégé. Intégrer l'hépatite B dans les RCP. Alors, on a eu un large débat sur les RCP, on a envie, on n'a pas envie, etc. Il y a des endroits où c'est passé. Et puis, il y a des endroits où vous arrivez avec un dossier d'hépatite B, où il y a tu t'es trompé, c'est pas ici. Ici, c'est hépatite C. Hépatite B, ça n'existe pas. Pourtant, si c'est de la concertation pluridisciplinaire sur les dossiers difficiles, il y a des dossiers difficiles d'hépatite B. Où est-ce que ça se pose? Où est-ce que ça se discute? Ça devrait pouvoir être... On ne va pas réinventer des RCP hépatite B, mais peut-être qu'il faut faire une extension des RCP hépatite C. Dépister systématiquement au premier trimestre de la grossesse. On en a parlé ce matin avec Philippe Sony. Il y a encore 6 000 enfants qui naissent par an d'une mère porteuse de l'antigène HBS. Il est inadmissible en France que des enfants se contaminent en naissant. La loi a prévu du dépistage systématique. Nous, on demande simplement à ce qu'il soit déplacé du 6e mois au premier trimestre, en même temps que le VIH, hépatite C, etc. Qu'on regarde dès le départ si la maman elle est porteuse et qu'on prenne les bonnes décisions. Je rappelle qu'une étude avait montré que dans 10% des cas, on ne trouvait pas la trace. Et puis reconnaître en ALD les porteurs chroniques de l'HBS, de l'antigène HBS. Ça, c'est comment voulez-vous qu'un patient se fasse suivre correctement si la reconnaissance sociale, sociétale et sanitaire n'est pas là. Vous êtes porteur chronique inactif. Alors, la caisse nous répond, mais ce n'est pas une maladie longue et coûteuse. Il faut faire une prise de sang une fois par an et puis peut-être une consultation spécialisée. Pour autant, on pourrait dire que, comme sur le modèle de la cancérologie, pourquoi ces dossiers-là, on n'a pas un avis d'expert aussi, alors qui a été dans le rapport. Mais nous, on se dit que la première étape sociétale pour nous, c'est que le patient lise et entende que pour son hépatite B, il est reconnu comme une maladie chronique et qu'on définisse le protocole de suivi, à savoir une consultation par an et une biologie par an. Et ce ne sera pas coûteux, mais au moins ce sera noté dans le marbre qu'on a une recommandation via l'ALD pour les porteurs chroniques de l'hépatite B. Donc vous voyez qu'on a quand même des idées, on avance sur des choses, et je crois que ça c'est une véritable révolution de booster les idées, que l'hépatite C nous amène aussi à booster les idées et nos représentations sur la B. Sur cette question de l'hépatite B, est-ce qu'il y a des réactions de la salle, des points de précision, des avis, des réactions, si on n'a pas trahi les discussions? Marianne? Pour cette histoire de faux certificats là, pour les carrières médicales, j'ai du mal à croire que ça puisse marcher, parce que il me semblait qu'à l'hôpital, on fait un titrage d'anticorps. Tu fais un titrage d'anticorps au premier accident d'exposition au sang. Ce qu'on te demande pour rentrer dans une carrière professionnelle, c'est apporter la preuve que tu as été vacciné. Moi, il me semblait que ça s'était bien. Il y a des médecins renforcé. du travail qui ont sorti de ça, qui sont déjà allés à je vérifie que vous êtes aujourd'hui protégé. On n'est pas dans la... Les étudiants en médecine, il me semble que c'est le cas. On leur fait il me semblait que ça s'était renforcé. Est-ce que on a des réactions? Si vous pouvez, merci de faire tourner les... Madame Colonier. Juste pour dire qu'effectivement, pour les étudiants qui veulent intégrer les filières de profession de santé, médicale ou infirmière, il y a effectivement l'obligation d'être immunisé et d'avoir une vérification de l'efficacité de l'immunité. Ceci étant, ça peut très bien être le médecin généraliste ou le médecin traitant de la personne qui le fait. Et dans le certificat, comme en fait la preuve, le certificat sera donné à un directeur qui peut être administratif,
Il y a juste à dire qu'effectivement, la personne répond aux conditions légales d'immunisation. On ne donne pas le détail de la preuve, si vous voulez. Voilà, c'est parce qu'il faut encore faut balancer entre ce qui est du ressort du secret médical et de l'information administrative, en fait. Merci. Donc, je comprends bien qu'on peut faire un faux certificat. Comme ça. Merci des précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou des questions ? Madame ? Oui, bonjour, juste pratico-pratique. Nous, à l'hôpital du Mans, la médecine du travail fait des sérologies, nous on est infirmières, pour contrôler le dosage d'anticorps anti-HBS et refait une vaccination si besoin. Si vous pouvez passer derrière Nicolas Terraille de Montpellier. 14 ans au PH. Micro. J'ai pas passé une seule visite médicale. Moi, j'ai jamais eu de visite médicale du travail. 14 ans d'hôpital au CHU de Montpellier. Donc, je doute que les contrôles soient bien faits, quoi. Merci. Vous pouvez prendre rendez-vous alors. Ça dépend peut-être où. Merci. Daniel, Demandez sur le cette rendez-vous. question de la vaccination de manière plus large. Je crois que la vaccination. Non, je pense que la vaccination fait quand même partie d'un volet sur l'éducation à la santé, la promotion de la santé, etc. Et qu'il y aurait intérêt effectivement à ce qu'il y ait un axe qui soit pris au niveau de la vaccination contre l'hépatite B. Et ça, parce que là, on est quand même très frileux, très très frileux sur cette vaccination. Et compte tenu de tout ce qui a été dit durant ces 2 jours, il faut essayer de l'intégrer et de faire en sorte... Alors, faut-il dire qu'elle devienne obligatoire comme d'autres vaccinations ? Ça me paraît difficile. Je vois le professeur Dumont qui me fait non. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait quand même quelque chose. Voilà. Non, mais je pense qu'il faudrait trouver une formule incitative parce que là, il y a véritablement... Là, on ne change pas de posture par rapport à ça. Et moi, je me souviens d'une année où au Sénat, j'ai fait une intervention sur la vaccination contre l'hépatite B et qu'à la sortie, j'avais je ne sais combien de 3 ou 4 personnes en fauteuil roulant avec des bâtons et qu'on a été obligé de me protéger parce que j'avais tout fait pour dire qu'il fallait se vacciner. Alors là, on a un vrai problème par rapport à la vaccination. Et je crois qu'on n'a pas évolué du tout. Il n'y a pas de changement de posture par rapport à ça. Alors quel est le moyen ? Mais par contre, je crois qu'il faut que dans les recommandations de SOS Hépatite, ce soit un volet qui soit pris en compte et que là, il y ait une vraie réflexion qui s'engage avec le politique pour voir comment on peut faire... C'est intéressant. C'est vrai que ça nous chahute toujours de toucher cette question parce qu'on n'est pas forcément... ça n'est pas forcément partie de notre domaine d'expertise. Il y a beaucoup de remous en ce moment. On avait donc une plénière qui était intitulée « Traiter tard, quel prix ?» et où on a concrètement, donc Monsieur Marquez était là, qui était un économiste du cabinet Asterès, qui pour la fondation Fondapol a fait un récent rapport sur les stratégies d'éradication de l'hépatite C en France, et on a démarré la discussion sur les recommandations actuelles. Donc pour rappel, les recommandations actuelles, c'est un traitement à titre individuel, enfin sur des notions de bénéfices individuels, des traitements initiés au stade F2 sévère, entre guillemets, F3, F4. Donc un traitement plutôt tardif versus certaines dispositions, certaines recommandations du rapport d'experts du mot qui préconisait des mises sous traitement à F0, F1 pour certaines populations. Donc on a enclenché le débat sur des réactions, essayer de voir comment elles pouvaient justifier de telles remises en cause, des recommandations qui ont quand même été établies consensuellement. Et plus largement, par la suite, on a dérivé, enclenché la discussion sur la réflexion sur le prix du médicament. Alors, on a essayé de recadrer un petit peu parce que le chantier des modalités de fixation du prix du médicament, c'est plus global. Des choses sont initiées dans un interassociatif, mais le lien était tout de suite rapidement fait. Donc juste, par contre, on a fait émerger quelques recommandations, quelques questionnements qui étaient intéressants par rapport à la problématique, notamment de l'hépatite C, plus précisément. Pascal.
Alors, juste pour vous dire que les recours, on les a faites entre midi et 2. En reprenant tout ce qui s'était dit en atelier, on n'a pas tout présenté là, mais l'idée, ça va être quand même de le faire en papier et de le diffuser. Donc, par exemple, pour les prisons, si on n'a pas le temps d'en parler, il y a quand même eu des choses de faites. La première chose qu'on a retenue, c'est un des objectifs possibles. On s'est dit, il faut revoir les façons de financer les choses. C'est peut-être plus le prix au comprimé. Il faut peut-être qu'on rebatte les cartes et qu'on réfléchisse les choses autrement. Ça pourrait être, pourquoi pas, le prix à la guérison. Combien on met pour guérir quelqu'un. Ce qui reviendrait à dire, par exemple, qu'en cas de non-guérison, de rechute ou de non-réponse, le laboratoire rembourse ou le traitement suivant est gratuit. Voilà. Non, mais c'est pas appliqué. Hein. Ça a été une partie des débats, mais non, ça a été. Ça a été les débats et on s'est reposé la question ce matin. Est-ce que c'est vraiment passé? Parce que du coup, nous aussi, on avait compris que c'était peut-être passé ou pas. On savait pas. Non. Mais non. Le problème du prix le problème du prix à la guérison, c'est est-ce que tu le penses par le laboratoire qui n'a pas été en capacité de guérir rembourse, mais ça ne veut pas dire que le laboratoire suivant fera le traitement gratuitement. Voilà, donc il y a des choses encore à discuter. Voilà, qui c'est qui doit fournir le traitement gratuitement en cas de rechute ou de non-guérison? La deuxième chose qu'on avait repérée, c'était de demander un prix différencié en fonction du stade de la fibrose. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un traitement par rapport au comprimé, au coût, peut-être que les formes les plus graves doivent avoir un prix peut-être plus élevé. Et on avait dit de façon ironique, on pourrait peut-être donner 10 000 € par score de fibrose. Et pour guérir un F1, on aurait 15 000 €, on en aurait 25 pour un F2, 35 pour un F3 et 45 pour un F4. Ce qui mériterait au m'intéresse, c'est de dire que peut-être qu'il serait intéressant de voir si les laboratoires préfèrent trouver un F4 ou 4 F1. Voilà, il pourrait y avoir des labos qui s'intéressent plus à des stratégies différentes. Mais en tout cas, on pourrait imaginer la santé, y compris au-delà de l'hépatite C, c'est en ça où ça peut être intéressant pour le CIS, c'est traiter en fonction de la gravité, rembourser en fonction de la gravité et plus en fonction du prix d'un médicament. L'autre point qu'on avait vu comme ça, c'était aussi, on nous a dit que les personnes F1 et F2 standards n'étaient pas traitées. Nous, on voudrait vraiment que les gens qui sont en situation d'y avoir cru, les rechuteurs, les non-répondeurs, puissent accéder quand même au traitement. Les gens qui ont été traités et qui ne sont pas guéris vivent mal d'être sur le pas de la porte aujourd'hui et de dire « hier j'étais bon pour un traitement, aujourd'hui on me dit d'attendre ». Ce qu'on peut comprendre en termes, là aussi, c'est aidez-nous à être pédagogiques pour faire passer les idées. On voudrait vraiment que les gens qui sont en échec thérapeutique passent prioritairement comme des malades sévères et puissent accéder au traitement. Et puis la troisième réflexion, c'était étaler le prix sur plusieurs années. Alors, on peut voir ça du côté de l'industrie, c'était étaler les bénéfices. Et nous, on disait, pourquoi pas, par exemple, que quelqu'un qui soit F4, si le prix de la guérison est de 60 000 €, ce ne soit pas 60 000 € en comprimé, mais que l'État, que la caisse s'engage à donner, par exemple, 10 000 € pendant 5 ans ou pendant 10 ans, peu importe, mais qu'on soit sur un prêt à la santé mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait en tant qu'association d'usagers, c'est dire un prêt à la santé soumis à conditions. Par exemple, le patient décède, le prêt il s'arrête. C'est-à-dire que si je soigne un F4 et que je l'abandonne et qu'il meurt dans les 2 ans, on arrête de rembourser l'industriel. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'on va rembourser la cirrhose, mais il faut absolument qu'on fasse attention à ce que le patient reste en vie en termes de qualité de vie. Donc et là, l'industriel et nous tous, on aurait peut-être besoin de faire attention à ce qu'il arrête, qu'il fasse attention à ses comorbidités, au tabac, à l'alcool, et les programmes d'accompagnement post-traitement seraient peut-être alors beaucoup plus intéressants. Voilà des pistes qu'on ose ouvrir. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, qu'elles sont justes. C'est des fantasmes de malades, d'usagers, mais osons débattre. Juste un point pour préciser. Là, les points de discussion, ça ne s'oppose pas à une réflexion plus globale sur la fixation du prix du médicament. Et voilà, plus global, sachant que nous, on a travaillé en interassociatif sur une réflexion plus globale, notamment sur le fait de prendre en compte le prix de la production. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas opposé. Sur le fait d'étaler le prix sur plusieurs années, juste un point de vigilance. Il faut être très vigilant sur la manière dont on aborde ce point. Il ne faut pas que ça enclenche une inflation, parce qu'on a des réponses de l'industrie sur ce point en disant on justifie un prix élevé sur le coût, sur l'économie sur plusieurs années. Nous, c'est pas la même chose. Nous, la même chose, c'est qu'on a un fonctionnement et un budget annuel
qui enclenche donc de facto, là c'est le cas dans le cadre de l'hépatite C, une priorisation et une politique de rationnement. Donc c'est pas le même discours. Attention, je précise, parce que c'est pas du tout la même approche. Professeur Dumont, vous vouliez réagir? Oui, moi je voudrais dire quelques mots parce qu'il y a un amendement maintenant là-dessus. Je voudrais en parler. Elle est pas arrivée. Elle est arrivée, je pense. Non. Elle doit pas être loin. Bon. Oui. Oui, un net court, donc on a très peu de Un temps. net court. Il y a un sujet brûlant avec les RCP. C'est celui de 2 agents qui sont en négociation de prix actuellement et qui ont une AMM et qui risquent de sauter, voilà, ces médicaments-là. Et de l'intérêt du patient, il est indispensable d'avoir ces médicaments-là. Voilà. Et la difficulté de ces médicaments-là, c'est qu'ils n'appartiennent pas. Le traitement n'appartient pas à la même firme. Lorsque on est Gilead, on a un traitement. Lorsqu'on est AbbVie, on a un traitement qui provient de la même firme. Et ces 2 molécules-là risquent de ne pas arriver sur le marché alors qu'elles sont importantes, surtout pour l'avenir, parce que compte tenu des possibilités de résistance ou d'effets indésirables pour les patients, plus on a de classes différentes de médicaments, mieux c'est. Et là, le sujet est... Alors, c'est dommage parce que vous n'avez pas l'argumentaire fort pour discuter avec Françoise tout à l'heure, mais c'est vraiment très chaud aujourd'hui, ce point-là, et peut-être encore plus important de savoir s'il faut donner un prix différent sur F0 et F4. Merci. Ça rejoint, lors de la fixation du prix du sofosbuvir et de manière concomitante le prix de l'ATU de l'Harmonie, c'est un point de vigilance que nous avions souligné en interassociatif en disant attention sur la suite et le maintien de plusieurs options thérapeutiques. Quand vous avez un prix de 41 000 du sofosbuvir et du sofosbuvir lédipasvir à 48, ça laisse quand même très peu de marge pour effectivement avoir d'autres associations qui voient le jour. Donc c'est une vraie question qui est posée maintenant, c'est effectivement le maintien d'options thérapeutiques. On voit par exemple que l'Harmonie, pour les génotypes 3, ce n'est pas forcément une solution idéale, pour les co-infectés non plus, donc on a les transplantés non plus, donc on a des populations spécifiques ou des situations spécifiques et on a peu de recul. Et effectivement, c'est un vrai danger, c'est qu'on s'oriente vers un monopole et pour l'intérêt des malades, on ait des options thérapeutiques qui soient fortement diminuées. Et dans le cas des RCP, ça touchait à la question des RCP. Alors, on n'a pas creusé la question plus sur ce point, mais dans le cas des RCP, il y avait aussi de vrais dangers sur le respect des prescriptions. De possibilités. Peut-être que Madame Weber est là. Je voulais juste dire une petite chose. J'espère qu'il y a un défibrillateur parce que les gens des labos dont vous parlez, ils étaient là tout à l'heure. D'accord. Patrick, un point. On attend Madame Weber pour le. Oui. Oui, je voudrais simplement rapidement dire que au niveau du collectif, dans le même constat, au niveau d'une transversalité, c'est que on a pris justement l'exemple des médicaments de l'hépatite C, sans le nommer, et de dire là il y a un vrai problème, parce que le problème aussi se situe au niveau de la vérité des coûts. Et actuellement, il y a un amendement dans le projet de loi de santé où les associations de patients pourraient jouer un rôle, parce que je crois que là, aujourd'hui, on n'est pas clair sur ce que coûte véritablement un médicament. Et on a bien vu tout ce qui a été dit par rapport à Gilead, qui voulait rapidement récupérer ce qu'elle avait investi au niveau de la recherche, surtout en achetant la molécule à un autre laboratoire, sachant que tant dans l'hépatite C que dans d'autres, que dans l'oncologie, etc., il y a plein de molécules qui peuvent rendre des services et qui sont plus adaptés dans un certain nombre de cas, et que pour le moment, on ne les voit pas sortir. Ouais. Alors ça, je crois qu'il faut être très clair là-dedans, et on a sollicité de pouvoir que les associations de patients puissent être à la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, et l'amendement va être fait dans ce sens, et également dans le comité
comité d'évaluation des produits de santé. Voilà, je voulais quand même l'ajouter. Oui, je voudrais juste dire une chose, c'est que le monopole en fait de ces nouveaux traitements, qu'il s'agisse d'un laboratoire ou d'un deuxième laboratoire, va complètement en sens inverse en fait de la position qui était prise par les hépatologues et au niveau des patients, qui était en fait un traitement personnalisé. Et que là, le monopole finalement nous empêche. Oui, tout à fait. Ça a été une partie des discussions. On va accueillir Madame Weber, donc directrice adjointe, générale adjointe de la santé. Bonjour. Je vous en prie. Donc, merci de nous rejoindre. Donc l'objectif, on va très rapidement. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre, Madame Weber. Donc, à la table, nous avons donc Danielle Desclercs-Dulac, qui est présidente du collectif interassociatif sur la santé, Pascal Melin et Frédéric Chaffray, qui sont les co-vice-présidents de SOS Hépatite. Merci de nous rejoindre. L'idée, c'est que je vais donner de manière alternative la parole à SOS Hépatite et au CIS sur des points très précis. On va être très très court. C'est juste des points de vigilance qui résument très rapidement nos travaux. Donc on a 3 points. On a un premier point sur l'accompagnement. Donc Pascal, sur ce point, rapidement, en 10 secondes, et puis après Daniel fera le lien avec les enjeux plus globaux, notamment dans le cadre de la loi de santé. Bonjour, merci. Juste dans les 10 secondes, je représente Michel Bonjour, notre président qui est absent et que j'excuse. L'accompagnement, il est fondamental pour nous. Aujourd'hui, on ne veut plus parler d'éducation thérapeutique. Le temps du traitement est vraiment un souffle, une parenthèse dans l'hépatite C. On veut vraiment parler, pour nous, d'un temps d'accompagnement. Et il est important de réaffirmer et d'entendre que l'on réaffirme l'engagement fort à l'éducation thérapeutique et à l'accompagnement. Il est inadmissible pour nous d'entendre qu'à certains endroits, on envisage de supprimer les postes d'infirmières d'éducation thérapeutique sous motif que le problème de l'hépatite C serait réglé et que les traitements soient supportables. Au contraire, on demande sa reconnaissance, son renforcement, sa reconnaissance à des traitements qui soient spécifiques, à des prises en charge spécifiques. Il faut un accompagnement spécifique en prison, il faut des accompagnements spécifiques aux gens qui sont usagers de drogue ou qui sont dans les centres d'addicto. Mais il faut aussi un accompagnement spécifique, par exemple, pour les gens qui sont porteurs d'hépatite B. Il existe très peu, voire pas du tout, de programmes d'éducation thérapeutique pour les gens qui sont porteurs d'hépatite B. Et on voudrait qu'au-delà de ça, l'éducation thérapeutique puisse aller aux 800 000 personnes en France qui souffrent de cirrhose, quelle qu'elle soit. Donc on a probablement un tronc commun et on doit passer aujourd'hui aux maladies du foie. L'expérience qu'on a pu acquérir avec l'hépatite C doit nous amener à proposer un accompagnement à toutes les personnes atteintes de maladies du foie. Car demain, les maladies du foie qui vont coûter cher à la société, ce ne sera pas l'hépatite C ni forcément l'hépatite B, mais ce sera les autres maladies du foie. Donc on capitalise ce qu'on a appris, on continue de le faire, on le réaffirme et on s'étend sur les autres maladies du foie. Et on voudrait que ce signal-là soit fortement suivi tant par le CIS que par l'État. Merci. Danielle Desclercs-Dulac, le lien avec les enjeux plus globaux, notamment l'article 22 de la loi de santé. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci à Madame Weber d'être parmi nous ce soir. Simplement, je veux dire que c'est quelque chose où le collectif interassociatif, dans sa transversalité, est très attaché justement à ce sujet de l'accompagnement. Et l'accompagnement, on voit bien qu'il y a l'article 22 du projet de loi de santé, et où là, un cahier des charges, il a été sollicité auprès du collectif, qu'un cahier des charges soit élaboré pour ces problèmes d'accompagnement. Simplement, on a eu un petit souci dans le dernier projet d'amendement où on ne parle plus des proches. Et donc, mais on a écrit à nouveau pour dire que quand on est dans un problème d'accompagnement, non seulement il y a le patient en tant que tel, mais il y a tous les proches et son environnement. Et que si on fait un projet d'accompagnement, on ne peut pas ignorer l'environnement de la personne. Et là-dedans également, il y a d'autres choses que nous voulons y mettre, c'est l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on voit bien que quelle que soit la pathologie, c'est un volet important et fondamental.
fondamentale. Et j'irai encore en dessous tout le problème de l'observance. On l'a évoqué tout à l'heure. Et si dans les programmes d'accompagnement, d'éducation thérapeutique, on n'y met pas également la notion de l'observance, eh bien je pense qu'on ratera une marche et que là, on ne sera absolument pas dans le parcours de vie, le parcours de santé, le parcours de soins, tel que la stratégie nationale de santé voulait qu'on le définisse et ça c'est pour nous quelque chose de fondamental. Et là, on se rejoint tout à fait avec SOS Hépatite et on fait une transversalité avec X maladies pathologiques. Merci beaucoup. Second point, très rapidement, sur la participation des usagers, donc avec des recommandations plus spécifiques aux hépatites, notamment concernant les réunions de concertation pluridisciplinaire qui cadrent les prescriptions des nouveaux traitements VHC depuis fin décembre dernier. Frédéric Chaffray. Oui, alors pour les RCP, il y a vraiment 3 recommandations à retenir. La première, ça serait de vraiment sécuriser les données qui transitent par les fiches patients dans la réception et la gestion par les centres labellisés RCP. Ça, c'est très important et c'est pas le cas actuellement. Il y aurait des données de santé qui se baladeraient sur le net notamment. Il y a la deuxième chose, ça serait de faire participer les usagers ou les représentants d'usagers, associations de patients particulièrement sur cette thématique-là dans les RCP. Ils ont aussi une expertise et ça leur permettra aussi d'avoir à un moment donné un feedback à rapporter aux autres usagers, aux autres patients pour l'expliquer comment se passent ces RCP et pouvoir dédramatiser cette grosse réunion qui a été mise en place. Et le troisième point, ça serait que finalement, il y a beaucoup de choses à améliorer dans ces RCP. On ne dit pas que c'est une mauvaise idée de faire une RCP, c'est plutôt la manière dont elles sont faites. Et du coup, ce qu'il faudrait vraiment, c'est un guide de bonne pratique de la RCP pour qu'il y ait vraiment tout ce qui doit être mis et qu'il n'y ait pas de problème derrière où on est, par exemple, comme on disait tout à l'heure, 2 hépatos qui se réunissent et qui disent et qui tamponnent et c'est ça la RCP alors que ça doit être pluridisciplinaire, quoi. Donc une participation au RCP ou du moins d'être associé aux modalités, ce qui n'a pas été fait. Nous on a été avertis que les prescriptions seraient encadrées par des RCP, mais nous n'avons pas été associés à la réflexion. Donc ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du ministère, ni au niveau de l'AFEF, puisque les fiches RCP ont été réalisées sans concertation des malades. Donc là, on touche vraiment la participation des usagers, la démocratie sanitaire. Peut-être Daniel Desclerc-Dulac, quelques points, un point plus global. Si tu veux. Oui, alors, ce que je disais pour les RCP, je crois que ça touche quand même des types de pathologies. Donc là, moi, je ne parlerai pas de représentants d'usagers, mais de patients experts ou ressources suivant les associations, parce que là, c'est des décisions qui sont prises et il faut qu'il y ait quand même une bonne connaissance de la pathologie. Et puis, j'ai tout à l'heure évoqué un autre point, comme d'ailleurs tout ce que font des représentants d'usagers ou des patients experts ou ressources, c'est vraiment la notion de secret professionnel. Parce que lorsqu'on siège dans ces instances, on a des noms, on a des choses qui sont faites, etc. Et il faut absolument que les patients experts ou ressources qui sont dans ces RCP ou dans d'autres instances, comme les représentants d'usagers, aient bien conscience que là, il y a vraiment la notion de secret professionnel qui est fondamentale. Et puis, vous connaissez aussi, au niveau du collectif, ce que l'on voudrait pour le statut du représentant d'usager ou de l'usager patient expert, parce que je crois que là, et on le touche dans les RCP, mais dans d'autres instances où on est appelé à siéger, que ce soit l'association SOS Hépatite ou d'autres associations, mais qui ait un véritable statut du représentant des usagers. Et ça, on le demande dans le volet de la démocratie sanitaire, qui est quand même le 3e levier de la stratégie nationale de santé, pour qu'on ait véritablement ce statut que si on a un parcours de formation qui permet véritablement de remplir son rôle tant dans les instances sanitaires ou les instances de protection sociale. Merci bien. Rapidement, un dernier point concernant un point d'actualité, le droit à l'oubli. Pascal. Alors, on vous a dit tout à l'heure que l'éducation et que l'accompagnement, on le voulait au dépistage, pendant le traitement et dans la vraie vie après. Donc, ce qu'on appelait avant
avant, pendant et après. Le temps d'après, il y a des choses qui font qu'on invente. L'hépatite C chronique est la première maladie chronique traitable, guérissable en France. Et demain, on aura d'autres maladies guérissables qui sortiront des maladies chroniques. Donc on est pour vous, comme pour nous, comme pour la société, un formidable laboratoire sociétal. Il y a 2 jours, on a reconnu le droit à l'oubli en cancérologie en disant que des usagers qui étaient guéris de leur cancer avaient le droit de le plus signaler aux banques, aux assurances, qu'ils avaient été porteurs d'un cancer sans qu'on les accuse d'avoir oublié volontairement les choses et trahi des contrats. Il n'y a pas meilleur modèle pour vous comme pour nous de validation du droit à l'oubli que de l'hépatite C guérie. Je parle hormis, il faudrait débattre des cas des cirrhoses, des formes graves qui peuvent toujours donner des complications. Mais dans les formes mineures, on va guérir. Il n'est pas normal. Un patient vous dira, moi je croyais être guéri, pouvoir redonner mon sang. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai l'assurance maladie, l'assurance et la banque ne veulent pas me faire de prêt parce que j'ai eu un jour une hépatite C. Donc il est fondamental qu'on aille plus loin que le droit à l'oubli en cancérologie et on vous propose de vous battre avec nous pour avoir le droit à l'oubli dans l'hépatite C parce que là, il n'est pas discutable du tout. Daniel Desclercq, oui. G6 a déjà réagi sur la question. Oui, alors on a déjà réagi suite, bien entendu, à ce qui a été signé en présence du président de la République mardi et de Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé et du droit des femmes, effectivement, où on souhaite qu'il y ait une vraie réflexion qui s'engage pour que ce droit à l'oubli puisse être également appliqué à d'autres pathologies. Et puis je fais une passerelle avec le dossier médical partagé, puisque là aussi, dans le dossier médical partagé, le patient aura la possibilité du masquage sur un certain nombre de données, et on peut voir que ce droit à l'oubli peut se retrouver dans les modalités qui seront mises en place pour le dossier médical partagé. Et je crois que là, on a une vraie problématique à laquelle il faut que l'on réfléchisse, parce que où les personnes sont dans le déni et elles ne veulent, et on en parlait dans l'éducation thérapeutique après le soin, parce que l'éducation thérapeutique, c'est pas uniquement du soin. Et donc là, si on donne cette possibilité, ça peut être aussi une vraie réflexion par rapport à ce qui peut se passer après que quelqu'un ait éradiqué une pathologie et qu'on ait pu voir que ça ne doit pas lui handicaper à vie ce qu'elle peut être amenée à faire de sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose de fondamental. Merci beaucoup. Madame Weber, je vous laisse la parole pour la clôture du forum. Merci beaucoup. En tout cas, merci surtout pour cette restitution, puisque, vous savez, je le disais à Madame Desclercq-Dulac, j'arrive de Stockholm, donc je n'ai pas pu vraiment participer à l'ensemble de ce forum, qui est un moment important. C'est un moment, et je vous remercie de l'avoir synthétisé, puisque les messages sont bien entendus, bien reçus, et je vais pouvoir les relayer auprès de la ministre. La ministre que vous avez invitée, qui s'excuse de ne pas être là. Vous savez qu'elle est très occupée. On est dans une sorte de veillée d'armes. Et nous allons avoir 3 semaines de débats parlementaires, pied à pied, pour défendre des mesures, dont certaines que vous venez d'évoquer pour certaines. Et nous allons le faire en prenant en compte, bien sûr, puisque c'est quand même un débat parlementaire, c'est quelque chose qui est vivant, qui évolue. Alors, bien sûr, on a finalisé les amendements gouvernementaux, mais le débat n'est pas terminé. Et donc, ce débat va être très vivant et c'est important que vous nous disiez ça maintenant. Donc, la ministre m'a chargé à sa place de vous porter un certain nombre de messages. Benoît Vallée aussi, et qui est aussi très engagé dans cette loi de santé, qui avait eu le plaisir d'ouvrir votre forum en 2013 et qui en a gardé un excellent souvenir, d'autant plus qu'il venait d'arriver. Et que ça a plongé dans le grand bain et il en a vraiment gardé un très très bon souvenir. Voilà. Alors évidemment, ce colloque est pour moi l'occasion de rappeler combien le travail avec SOS Hépatite et les associations en général est quelque chose d'important pour la DGS. Et je dois dire que ce travail qu'on a concrétisé par le renouvellement de votre convention reste au centre de nos travaux. Moi, j'ai été personnellement impressionnée par la façon dont vous avez travaillé au rapport de la FEF et dont vous continuez à travailler à la mise en œuvre
des mesures qui sont proposées. Je dois rendre un hommage particulier à Michel Bonjour. Je regrette qu'il ne soit pas là parce que je l'ai vu vraiment à de nombreuses reprises en face de moi dans les groupes et c'est vraiment quelqu'un qui a un engagement remarquable et qui symbolise l'engagement de l'association en général. Alors c'est aussi bien sûr pour moi l'occasion de rappeler l'engagement de longue date de la ministre sur cette problématique des hépatites. On parle beaucoup de l'hépatite C ces derniers temps et c'est un sujet de conversation très régulière entre Daniel Dumont et moi. Je crois qu'on a quelques combats communs. Mais voilà, il y a l'hépatite B, l'hépatite C, vous en avez parlé, il y a les hépatites en général. Et donc de vous rappeler au nom de la ministre son soutien sans faille à ces travaux. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que cette année, nous avons renouvelé la convention et la subvention, ce qui est une gageure par les temps qui courent. Et ça a été un effort particulier de la Direction générale de la santé pour s'assurer que les conventions ne diminueraient pas. Voilà, donc c'est engagement partagé et c'est comme ça que nous arriverons à des résultats. Alors, les thèmes que vous avez abordés sont d'excellentes illustrations de l'importance qui est donnée à la parole et à la réflexion des usagers et des patients dans notre politique de santé, dans la stratégie nationale que la ministre souhaite mettre en place maintenant, notamment au travers de la loi de santé. Nous restons très attentifs aux conditions d'encadrement des prescriptions sur les médicaments de l'hépatite C, et notamment au sujet des RCP et de la bonne extension des RCP également pour que tous les services compétents puissent être dans la liste des RCP. Et nous y travaillons, donc avec l'aide de Daniel Dumont, qui veille sans faille à ce que nous arrivions au bon résultat. Donc nous sommes en train, cette semaine, d'y travailler pour arriver à la bonne liste et à la bonne accessibilité de ces RCP, sans oublier aucun acteur, aucun des centres experts, et on va trouver la bonne organisation. Et notamment, on a bien entendu les demandes des libéraux et des CHG en la matière. Alors, voilà, on a de multiples fronts sur le champ des hépatites. On a la réforme des CDAG et des sidistes, qui va aussi être une façon d'améliorer l'accès, et avec un souci pour les plus vulnérables, que ce soit ceux qui sont éloignés du système de soins ou les détenus, les usagers de drogue que vous évoquiez. Ça reste, on ne vaincra ces maladies qu'en s'adressant d'abord aux plus vulnérables et en ayant un regard et des actions particulièrement adaptées en matière de vulnérabilité. C'est aussi un ensemble de solutions qui doivent être mises à leur disposition. Et les appartements de coordination thérapeutique, notamment, sont importants pour les patients, notamment les multi-infectés, les patients qui sont porteurs de VIH et de VHC. Et la ministre a étendu ces appartements avec 200 places supplémentaires fin 2014. Donc c'est un front important aussi. Nous travaillons également sur le plan de l'information et de la communication, qui est un front extrêmement important en matière de santé publique. Alors non seulement avec la création d'un nouvel établissement qui devrait nous donner un petit peu plus de force en matière de prévention et de promotion de la santé, mais aussi avec les travaux de l'INPES. On a inscrit au programme de travail de l'INPES pour 2014 et 2015 la stratégie pluriannuelle d'information et de communication sur les hépatites B et C, et la diffusion d'outils d'information et de formation aux professionnels de santé de premier recours, qui sont souvent les oubliés de ces stratégies d'information. On pense au grand public, on pense aux spécialistes, mais il y a le premier recours qui est le plus important et qui va être la cheville ouvrière de la détection et de la prise en charge, et qui doit être parfaitement informé. Un point important aussi a été l'extension du Conseil national du sida, en Conseil national du sida et des hépatites virales chroniques, pour permettre d'appréhender et de conseiller le gouvernement sur l'ensemble des questions de société qui sont posées par ces maladies, au plus grand bénéfice de l'amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre ces infections. Et cette parole, cet œil sociétal, non seulement sur le VIH, mais sur le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, on n'a pas pu mettre tout dans le titre, mais vraiment c'est dans l'émission, et quelque chose d'important. Et puis vous l'avez dit, et
est largement analysé. La lutte contre les hépatites virales trouve sa place au sein du projet de loi, avec l'article 22, avec la prévention en milieu libre, les salles de consommation à moindre risque pour les usagers de drogue, ou en milieu carcéral, avec également le financement des traitements dans les unités sanitaires, et l'accompagnement sanitaire et social. Et j'ai bien entendu votre message, l'accompagnement des proches également, des personnes atteintes de maladies chroniques. Et je pense que vous avez rencontré Christian Saoud, qui est chargé de cette mission. Voilà, et qui était, je l'ai croisé il y a peu, et il est très engagé. Il a vraiment besoin que vous lui parliez, parce qu'il a besoin d'avoir toutes ces paroles et tous ces échanges. Et là encore, c'est une action de démocratie sanitaire que de construire avec lui ces stratégies. Et on est au début, et c'est le moment de leur donner des impulsions dans la bonne direction et avec le bon champ. Voilà, donc l'action publique s'appuie sur la mobilisation de toutes les parties prenantes. La ministre l'a rappelé, les experts, les professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, les associations de patients, les agences régionales de santé. Ce forum y participe, vous y travaillez, vous vous formez et vous agissez ensemble et vous agissez avec nous. Et je dois dire que nous avons été, je le redis encore une fois, particulièrement impressionnés par ce qui a été fait dans le champ de l'hépatite C, un champ qui est extrêmement mouvant, qui évolue, mais que nous n'aurions pas pu gérer aussi bien que nous l'avons fait. Probablement pas parfaitement, mais dans d'aussi bonnes conditions si vous n'aviez pas été à nos côtés. Et je crois qu'on pourra prendre cet exemple comme un cas d'école de démocratie sanitaire, en tout cas un cas, vraiment une expérience pilote pour les autres associations. Voilà, alors ce forum s'achève. Je voudrais vraiment vous en féliciter de la forme qu'il a pris pour mes collègues, mes collaborateurs qui sont là et qui vont en tirer la substantifique moelle. Et pour moi, c'est un excellent format qui nous permet d'entendre les messages, qui nous permet d'y travailler, de commencer à mûrir à partir de ces messages. Et puis nous allons poursuivre. Je vous rappelle que comme les années précédentes, nous aurons la journée nationale sur les hépatites virales le 2 juin. Vous êtes probablement encore mieux informés que moi de cette journée nationale. Ça sera une autre occasion d'échange. Et puis une occasion de faire un point sur les actualités thérapeutiques qui concernent les hépatites virales et puis les sujets de parcours de soins en santé et de soins de prévention. Voilà, donc c'est pour moi encore une fois au nom de la ministre l'occasion de vous remercier, de saluer votre action et de vous dire que les messages que vous venez de nous passer sont entendus. Je ne peux pas encore vous dire dans quelle mesure on va passer à l'action, mais en tout cas tout ça va rentrer très vite dans notre plan d'action. Bravo pour cette journée. Et le directeur général de la santé et moi-même sommes toujours à votre disposition pour un dialogue le plus fructueux possible. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon retour chez vous. Il y a les fiches d'évaluation à remettre, merci, car vous avez bien sûr compris que l'évaluation était quelque chose de très important en démocratie sanitaire. On vous donne rendez-vous l'année prochaine au même endroit, puisque le forum sera aussi ici. Et n'oubliez pas, le 2 juin, ce sera la journée nationale des malades vivant avec une hépatite virale, bien sûr. Merci à vous. Bon retour.